Louis XIV, le roi Soleil. Le journal secret de Louis XIV partie 6. Bonsoir à tous. Donc on était à la 6e partie et nous allons entamer l'année 1683. Nous commençons à rentrer là dans la 45e année de l'âge du grand roi. Et nous allons commencer par donc cette année 1683. Journal secret de Louis XIV, 6e partie. Le 1er de janvier, réunis à Versailles, la maison royale fut à la messe dans la chapelle du château. Le jeudi 21 janvier, je passois en revue, accompagné de Monseigneur, qui prit ce plaisir, le régiment de mes gardes françoises, près de Meudon. Le 17 avril, samedi saint. Après mes dévotions, je touchois les écrouelles d'un grand nombre. C'est une cérémonie pénible et fatigante, mais elle est inséparable de mes devoirs en tant que roi très chrétien et fils aîné de l'Église. Elle prolonge le sacrement du sacre, l'impose aux esprits. Elle évolue par nos sujets comme elle m'est demandée par Dieu. Elle réconforte le peuple. Ni l'empereur, ni le roi d'Espagne ne guérissent les écrouelles. Ils nous jalousent vivement là-dessus. Le 22 mai. Je reçus Varde, lequel paroissois fort heureux de retrouver la cour après 19 années d'exil. Ses vêtements rappelaient une mode oubliée. Ainsi cet homo elegantissimus, cet albiter elegantae, sembloit un obro égaré. Le sieur Duquesne partit avec une forte escadre pour à nouveau punir Alger et les barbaresques. Du 14 juin, parti avec la reine, monsieur et madame, inspecter mes places fortes, je fis mes dévotions à Dijon le 6 avant de toucher plus de 200 malades. Et je m'attardois une semaine à Bellegarde, où j'ai passé en revue la garnison, car cette place me faisait souvenir des guerres de la Fronde, au temps où je dus l'assiéger. 19 juillet, nous couchons à Lagny. C'est assez dire que s'achève ce voyage qui nous fit parcourir nos provinces, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace. Un voyage fatigant pour la reine, ennuyeux pour les dames. Il ne fut jamais pour moi satisfait de savoir le royaume si bien gardé et défendu. Le 30 juillet à Versailles, la reine mourut de son cancer, une grosse tumeur au gousset. Regrettée par la cour et par le peuple, sa mort est le premier chagrin qu'elle me donna jamais. ATH pleura comme les autres. Madame de Maintenon, elle, versa des pleurs vraiment sincères. Elle et toi a quitté la cour quand monsieur de la Rochefoucauld me l'amena d'autorité, lui ayant remontré que ce n'était point le sens de me quitter dans la peine. Il a besoin de vous, lui dit-il. Je partis ensuite à Saint-Cloud. Le 24 du mois d'août. Mes amis, bons observateurs, qui ont pour nom Bontemps, Rose, Dangeau et Saint-Aignan, m'avertissent d'une rumeur qui agite la cour et la ville. Trop de langues indiscrètes me font remarier, tandis que mon deuil n'a pas un mois. Certains habiles plaident peut-être ici le faux afin de connaître le vrai. Mais cette machine hypocrite ne vaut rien et elle ne les mènera à rien. Le 31 août. Nous envoyâmes au gouverneur des Pays-Bas espagnols une lettre pressante exigeant la réunion à la France de villes, bourgs, fiefs et territoires indûment retenus par Sa Majesté catholique, à nos dépens comme à ceux des traités. Le 1er septembre, M. de Meaux prononça ce jour à Saint-Denis, en présence de Monseigneur, une belle oraison funèbre de la reine. À mon épouse regrettée, l'orateur voulut associer le nom et le souvenir de la reine, ma mère. Deux reines plus unies encore par la piété que par le sang. Monseigneur en fut à juste titre très ému. Le 2 septembre, chassant en forêt de Fontainebleau, je suis tombé de cheval. Les rois ne sont point des centaures. Le 4. Aujourd'hui fut célébré à Paris, à Notre-Dame, le service de quarantaine de la reine. Le décor de la pompe funèbre avait été dessiné par Bérin. Le 6 septembre, depuis 10 jours, M. de Seignelay devait m'informer de la santé de M. Colbert, son père, dont l'état fâcheux me touchoit. Il est nécessaire à l'État que j'eus toujours pour lui et les siens bien de l'affection. Il est mort aujourd'hui en d'atroces souffrances par des pierres qui obstrua ses reins. Il fut contrôleur des finances, ministre, secrétaire d'État pour la marine et la maison du roi.
Surintendant de nos bâtiments, grand trésorier de nos ordres, il m'avoua été donné par le cardinal Mazarin. J'ai refusé d'hériter de son or, celui du cardinal, je n'ai point refusé d'héritier de Colbert. L'État, la couronne, le royaume et moi, nous n'en trouvâmes bien. Colbert mit de l'ordre dans le conseil, dans les finances, dans le commerce, dans la marine et dans les colonies. Il a en vrai, Massénas, protégé les lettres et les arts, veillé sur nos académies, pensionné les savants et les poètes, embelli Paris. Ni l'histoire des anciens, ni le temps des modernes n'offrent l'exemple d'un tel zèle et de tant de réussite. J'exclus même, ici, les cardinaux de Richelieu et Mazarin qui ont trop aimé la guerre et trop amassé d'or. La surintendance des bâtiments ira à M. de Louvois, la marine à Seignelay, pour le contrôle général des finances, M. le Pelletier convient droit. Il est estimé du chancelier comme de Louvois. Le 9 septembre, Colbert fut enterré à Saint-Eustache, sa paroisse, mais le soir, les siens, redoutant les mouvements possibles du bas peuple, déjà de méchantes pièces de verre se répandent. Voilà ce qu'on m'a dit. Ici joue dessous cette pierre le plus grand voleur de la terre. Ou encore, il n'a point d'hôpital ouvert, quoiqu'il ait fait des gueux en nombre. Il paroit que les peuples sont ingrats au roi de savoir ne point l'être. Du 16 de septembre, M. de Croissy m'entretint des événements survenus en Autriche le 12. Près de Vienne, dans la montagne de Kahlenberg, le roi de Pologne et les impériaux au roi défait l'armée du Grand Turc. C'est bien de la gloire pour Jean Sobieski, de l'embarras pour nous. Comme prince chrétien, il nous faut applaudir le triomphe de la croix sur le croissant. On nous reproche déjà, tandis que nous possédons la plus forte armée du monde, de n'avoir pas mieux aidé à la défense de l'Europe chrétienne. Mais le Turc, en dépit de tout, fut souvent notre meilleur allié de revers. Puis, l'empereur va tirer profit de ce succès inattendu. Puis ensuite, le duc Charles de Lorraine, qui fut au cœur de l'action contre les Turcs, se trouve remis en selle, bien préparé à nous nuire, dès que l'occasion lui en sera offerte. Le 10 octobre, en compagnie de Monseigneur, nous quittâmes Fontainebleau pour Versailles. Puis, sans laisser à Madame de Maintenon le temps de se reconnoître, je l'épousois secrètement la nuit passée, melius es numbere, quam ori, ce qui veut dire mieux vaut se marier que de brûler. Ces paroles de saint Paul, apôtre, m'avaient été dictées et répétées par le bon père de la Chaise, ainsi qu'un dicte de saint Augustin. Voilà ce qu'il dit. Le mariage est médicament contre la concupiscence. Non que Madame Scarron, née d'Aubigné, marquise de Maintenon, fût un pis-aller. Elle est belle, bonne, pieuse, elle a beaucoup d'esprit et de raison. Il me plaît de l'appeler votre solidité. Seule la raison d'État m'interdit d'en faire la reine. Du 31 octobre, Sa Majesté catholique, roi des Espagnes, nous déclara la guerre le 26. Apparemment, las du succès de nos réunions, tant il est vrai qu'à chacune des réunions, la France grandit, mais l'Espagne ou l'Empire rapétisse. Le 23 novembre, nous perdîmes à Coutray le 18 le comte de Vermandois, amiral de France, notre fils, mort des suites d'une mauvaise fièvre. Nous l'avions morigéné l'an passé pour ses frédaines, et il avait juré de s'amender. Lorsque M. de Meaux eut fait part de sa disparition à la mère, Louise de la Miséricorde, duchesse de la Vallière, celle-ci répondit au prélat. C'est trop pleurer la mort d'un enfant dont je n'ai point assez déplorer la naissance. Le 23 décembre, j'ai dû renvoyer des Marais, le neveu de Colbert, qui eût pu lui succéder. En effet, sa probité laisse à désirer. Un tidam à Notre-Dame de Paris dira au ciel notre joie de la naissance le 19 du duc d'Anjou, second fils de Madame la Dauphine. 31 décembre, nous confirmâmes ce jour les privilèges de la manufacture des glaces du faubourg Saint-Antoine. L'Europe ne parle encore que du péril turc. En France, Versailles attire tous les regards pour la beauté des jardins et des bâtiments, mais aussi à cause de ses fameux appartements. Les réceptions royales nouvellement créées est déjà soit acceptées, soit jalousées. Les dépenses des bâtiments montent à près de 6 millions. Versailles et Trianon y sont pour 1 810 000 francs. La machine de Marly pour 846 000. Marly lui-même pour 462 000. On travaille au projet de façade de Marly. Ainsi s'est achevé l'an qui vit mon veuvage, puis ensuite mon second mariage. Voici clos l'année 1683. Voici maintenant l'année 1684. 20 janvier, mon mariage n'est peut-être point un secret d'État, mais c'est un secret jusqu'ici fort bien gardé. Même mon frère est loin de la vérité, qui, avec candeur, entretient la rumeur d'une union recherchée avec une princesse étrangère. Personne ne sait que j'ai renoncé à la belle ATH, d'ailleurs moins belle qu'auparavant.
En effet, je vais chaque jour, après la messe et avant mon dîner, m'entretenir avec celle qui incarne l'esprit Mortemart. En outre, elle a toujours ses appartements à l'étage. Un des très rares initiés et Bontemps, mon premier valet de chambre. À sa demande et avec mon assentiment, il traite en reine This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Madame de Maintenon. Dans le particulier, dit alors Madame votre Majesté désire-t-elle, etc., etc. Cependant, j'ignore si, malgré sa sagesse et sa piété, Madame de Maintenon acceptera longtemps un partage quand ce partage, comme c'est le cas, ne sera qu'apparence et leurre. Le 2 avril. Dangeau me dit en confidence qu'il avoua le dessein de rédiger des mémoires, écrits jour après jour et narrant la vie de la cour, en même temps que les principaux événements de Paris et du royaume. Il paroit que ce journal est commencé déjà d'hier. Du 15 avril. Francine, le fils du très habile Fontainier, épousa la fille de Lully. Dans une semaine, je pars vers la Flandre et mes armées. J'ai nommé ces jours-ci mes aides de camp, rien ne n'interdira à Madame de Maintenon d'être en mon carrosse, puisqu'elle est dame d'atour de la Dauphine. Le samedi 22. Nous avons quitté Versailles en direction de Senlis et de Cambrai. Dans mon carrosse se trouva Monseigneur et son épouse, la princesse de Conti, la maréchale de Rochefort et enfin sa solidité, Madame de Maintenon. Le 27. J'ai ordonné à monsieur le maréchal de Créqui d'investir la place de Luxembourg, laquelle est forte mais n'a présentement qu'une assez faible garnison. Jeudi 6 mai. La grande mademoiselle, au roi, semble-t-il, recouvrer son bon sens. J'apprends à l'instant qu'elle a rompu toute relation avec Lauzun et qu'elle lui a interdit sa porte. Ma cousine a donc enfin retrouvé sa fierté native, son honneur et son amour-propre. Dieu merci, le mariage avec ce Gascon ambitieux et brouillon est demeuré secret. Le 27 mai. Depuis 10 jours, le sieur Duquesne, lieutenant général de nos armées navales, est devant Gênes et la bombarderie a commencé afin de punir la félonie de cette république vendue à l'Espagne. 28 mai. Les Génois ayant tiré les premiers sur notre flotte, Duquesne leur fit jeter, outre les boulets, des centaines de bombes. Il se peut que les navires hollandois soient les maîtres en la mer du Nord et les Anglois dans la Manche, mais notre marine domine la mer Méditerranée, comme Gênes l'apprend à ses dépens et comme Alger va encore le savoir. Le 30, Madame de Maintenon a fermement refusé la charge de dame d'honneur de la Dauphine, une dignité que cette princesse la voit presque suppliée d'accepter. Du 6 juin, Luxembourg a capitulé, nos troupes y feront leur entrée demain, après 28 jours de tranchées ouvertes. 26 juin, je signois une déclaration pour punir les religionnaires qui tiennent droit des assemblées hors des lieux de culte qui leur sont impartis. Nous sommes revenus à Versailles dès le vendredi 9. Je me prenois aujourd'hui sur le Grand Canal avec les dames. Nous soupâmes dans le bateau en attendant la musique. Du 3 juillet, nous signâmes le 29 de juin une convention de trêve avec l'Hollande. Le 4, je reçus les ambassadeurs d'Alger, leur civilité me surprit quelque peu, mais elle me plut fort. Le 19 juillet, monsieur de Relingue, capitaine de vaisseau ancien, ayant été encalminé près de l'île d'Elbe, fut entouré et attaqué par 37 galères espagnoles et génoises. Son vaisseau, le Bon, tirant des deux bords, leur résista 5 heures jusqu'à ce que le vent s'étant levé, il put échapper à la Meute et gagner Livourne. Du 21 août. Une trêve signée à Ratisbonne, d'abord avec l'empereur et l'Empire, ensuite avec l'Espagne, nous confirma dans la possession de Strasbourg. Nous cesserons de faire des réunions, mais nous avons le droit d'occuper durant 20 ans Luxembourg, Beaumont et Chimay. Ce compromis témoigne de notre modération, mais il fait apparaître que la victoire de l'an passé sur les Turcs conforta la position de l'empereur. Dangeau calcula que les travaux présents de Versailles réunissent 22 000 ouvriers et non moins de 6 000 chevaux. Le 3 septembre, Monseigneur est le meilleur écuyer du royaume, comme il en est le premier veneur. Il est sans rival à Cours la bague et maintenant à Cours les têtes. Il essaya aujourd'hui à Encourt 7. Le 14 novembre, encore à Fontainebleau, j'eus à mon souper un joli concert de luth théorbe. Je regrette de partir demain au lieu de prolonger notre séjour ici. Du 15 novembre, j'arrivai à Versailles à la nuit heureux de tout, de même retrouver mon petit appartement qui est tout neuf, puisqu'il n'a que 5 mois. Ma nouvelle chambre est tout achevée, car M. de Louvois avoit fort pressé les ouvriers. La cour vit la grande galerie achevée et tout illuminée.
Tous furent émerveillés, et je le fus de ce nombre. Le 29 novembre, Monseigneur n'a plus de fièvre. Il en avoit depuis jeudi dernier. Il en avoit redouté la rougeole ou la petite vérole. Le ciel veille sur mon fils. Il a d'ailleurs une robuste constitution et semble fait pour vivre 100 ans. Du 5 décembre, j'ai fait déménager Madame de Montespan. Elle abandonne le premier étage et Mignard va me décorer salon et galerie qui formeront la suite de mon petit appartement. ATH, en contre-échange, sera désormais logé au rez-de-chaussée, en l'appartement des bains. Dimanche 24 décembre, après avoir fait mon bonjour, je fus à la chapelle presque tout le jour. Le lundi 25, jour de Noël. Le père Bourdaloue fit un beau sermon, avec un compliment d'adieu. Il me demanda d'extirper de la cour le vice ultramontain. Le 26 décembre, une déclaration en date de ce jour défend tout exercice public de la RPR, en des lieux où ne sont point au moins 10 familles de la religion. Du 31 décembre, cette année fut favorable à nos armées comme à notre marine. Les religionnaires perdirent une large part de leur dernière liberté. Le collège des 4 Nations ouvrit ses portes. À Versailles, mon appartement est devenu plaisant et s'agrandit. Le canal réjouit la cour. La grande galerie est devenue l'une des merveilles du royaume. Mansart commence de démolir la grotte de Tétis, un sacrifice rendu nécessaire par le projet de construction de l'aile du Nord. Le dit Mansart débute aussi les travaux de l'orangerie. Les dépenses des bâtiments allèrent crescendo, atteignant cette année 7 945 000 livres, 4 598 000 pour Versailles, 521 000 pour la machine de Marly, 464 000 pour Marly, 297 000 francs pour Saint-Germain. Nous n'oubliâmes point les pensions et gratifications aux gens de lettres, lesquelles vont à 49 000 francs. Voilà achevé l'année 1684. Et maintenant, nous entamons l'année 1685. Le 5 janvier à Versailles, ce matin, Racine me vint réciter sa belle harangue, faite il y a 3 jours devant l'Académie pour la réception de Corneille le Jeune. Le 8 à Versailles, je fais interdire l'Académie de Saumur, ce nettoie point la pire. Du 16 à Versailles, je chargeois M. de Seignelay d'admonestrer Lully en mon nom sur ses méchantes mœurs. Le 20 janvier à Versailles, nous établissons une compagnie de la Guinée pour faire le commerce des nègres, de la poudre d'or et de toute marchandise entre la Serre-Lyonne et le cap de Bonne-Espérance. Le 26 janvier à Versailles, Madame de Montespan s'installe en l'appartement des bains. Il est moins grand et moins beau que jadis, mais c'est encore un logement princier. Du 29 à Versailles, le président Rose me vint conter comment l'Académie françoise crut bon d'exclure en son sein l'abbé Furetière, coupable d'être l'auteur d'un dictionnaire malgré le privilège de cette célèbre compagnie. Tout cela est fâcheux. Le vendredi 2 février à Versailles, le sermon de la Chandeleur fut prononcé par le père Gaillard, lequel ensuite prêcha tout le carême. Le soir, il y eut appartement. Du 5 à Versailles, nous eûmes ce soir un très joli bal en masque. Du 10 février à Versailles, Vauban vint à Maintenon et étudia le plan de détournement de la rivière d'Eure, lequel permettra enfin de bien alimenter Versailles en eau. Non seulement le public est ignorant de mon mariage, mais la rumeur me donne pour fiancée mademoiselle l'infante du Portugal. Le 19 février à Versailles, M. de Louvois vint à son tour voir la rivière d'Eure, car les travaux prévus devaient être exécutés par nos soldats. Mon cousin, Charles de Stuart, mourut le 16. Monsieur le duc d'York, son frère, lui succède. Le nouveau roi d'Angleterre est catholique, mais il a rassuré les évêques anglicans et les seigneurs du parti conservateur. Puisse-t-il connaître un règne paisible et ménager ses sujets protestants en même temps que protéger la vraie religion. Monsieur de Seignelay nous fit rétablir le privilège de la Compagnie des Indes orientales. Nous créâmes des sièges présidiaux à Metz, Toul et Verdun, ainsi qu'à Sarre-Louis et des bailliages à Longwy et à Épinal. Du 20 février à Versailles, il fit si beau que j'annuloi le Conseil des ministres tourné vers le grand veneur jeudi. Le Conseil à ses yeux a beau se présenter, sitôt qu'il voit sa chienne, il quitte tout pour elle. Rien ne peut l'arrêter quand le beau temps l'appelle. Je pense que M. de la Rochefoucauld reconnut là une parodie de l'opéra Attis de Quinault et Lully. Du 23 à Versailles, M. de Louvois ne revint que ce jour de son voyage au pays chartrain. Le 3 mars à Versailles, je ratifiois le traité le 12 février entre la France et la République de Gênes. Le dimanche 4 mars, nous eûmes à Versailles petit carrousel.
Dans le quadrille des chrétiens, je figure roi Charlemagne. Monseigneur et toi Merlin, monsieur Dantin faisois Roland. Notre quadrille et toi venu de noir, et toi vêtu de noir et or. Celle des Sarrasins de vert et or. Je pris tant de plaisir à ce petit carrousel que j'en décidois un plus grand passé Pâques réunissant au moins 60 chevaliers. Le 10 de mars à Versailles. Le pont royal coûtera à construire 675 000 livres. Le sieur Gabriel, entrepreneur de nos bâtiments, s'y est engagé. Le dimanche 11 à Versailles, les envoyés d'Alger m'offrirent au nom de leur dais 12 beaux chevaux barbes. Du 30 mars à Versailles, je permis à monsieur le prince de Conti d'aller guerroyer en Pologne, puisque tel est toi son désir. Nous publions un code noir, c'est ainsi que monsieur de Seignelay le nomme. C'est à savoir un grand règlement de justice et police pour les îles Françoises et d'Amérique et la discipline et commerce des nègres et esclaves. Du 2 avril, Mansart m'apporta les plans et distributions de l'aile nord de ce château. Il pense que nous disposerons des travaux achevés de 54 logements en su. Du 13, toujours à Versailles, il me fallut ordonner aux gardes qu'ils ne pût laisser entrer en mes jardins que les personnes de la cour. La foule envahissait le parc, nous gênoit fort, et la canaille venue de Paris avoit gâté des vases et des statues. De même que je demeure à Versailles pour éviter Paris, il faudra peut-être que j'aille habiter Marly pour fuir Versailles. Du 14 à Versailles, j'ai prescrit la manière dont les capitaines et les marins appartenant à la RPR devront dire leur prière à bord. Du mardi saint 17 avril à Versailles. Une nouvelle m'apporta bien de la joie. Monsieur le prince fit ses Pâques après une confession générale et une retraite de 4 jours. Il n'avoit plus communié depuis 17 ans ou environ. Le samedi saint 21 avril à Versailles. Je fis à la paroisse mon bonjour entre les mains de monsieur le cardinal de Bouillon, puis touchois 1300 malades ou environ. Monsieur le doge de Gênes est arrivé à Paris le 18. Du 24 avril à Versailles. La maladie des hémorroïdes est maintenant fort répandue. Bien des seigneurs subissent pour cela, en cas de fistule, ce qu'on nomme la grande opération. Du 15 mai. Dans la grande galerie de Versailles, je reçus ce jour les humbles excuses du seigneur Lercaro, doge de Gênes, dont la République nous avoit trahis au profit de l'Espagne. Du 29 de mai à Versailles. Madame vient d'apprendre la mort de son frère, monsieur l'électeur Palatin. Faute d'héritier direct, l'électorat va passer dans la maison de Neubourg. Le doge a quitté hier Paris. Du 31 mai à Versailles, nous commuâmes la peine de mort en seulement celle des galères pour ceux de nos sujets qui s'habitueront sans notre permission en pays étranger. Le dimanche 3 juin à Versailles, je reçus les ambassadeurs de Moscovie. L'audience fut des plus brèves. Du 5 juin à Versailles, 2 jours durant, il y eut ici, comme annoncé, un grand carrousel. Son sujet rappeloit les guerres de Grenade. J'y figurerai moi-même le chef des abancérages. Le 18 de juin à Versailles, nous fîmes une déclaration pour la démolition des temples où se roi célébrer des mariages entre catholiques et religionnaires, où les prêches auraient donné lieu à des propos séditieux. L'Assemblée du clergé de France nous alloua, comme il était prévu, un don gratuit de 3 millions. Le 2 juillet, M. de Louvois donna pour moi une belle fête en son château de Meudon. Du 3 juillet, je m'entretiens avec le sieur de Ville, ingénieur réputé, à qui nous a fait la machine de Marly. Du 9, j'interdis à ceux de la RPR d'avoir des domestiques catholiques. Girardon travaille à ma statue. Du 11, il ne sera plus reçu d'avocat de la RPR. Du 15, depuis le 12, j'ai visité les travaux du détournement de la rivière d'Eure. C'est un travail digne des anciens Romains. Le grand prévôt, M. de Souche, trouva l'occasion de me faire remarquer que les dragons faisoient maintenant en 8 jours plus de conversions que les missionnaires n'en obtenaient en une année. La dragonnade étant une manière de convertir nouvelle et efficace. Si les conversions ainsi obtenues n'étoient point assez sincères de la part des pères, on étoit sûr d'obtenir celles des enfants plus tard. Du 16 juillet, M. de Seignelay fit en mon honneur une grande fête à Sceaux. Il voulut faire aussi bien que M. de Louvois. Le 24 à Versailles, Mademoiselle de Nantes, ma chère fille, épousa ici, ce jour, M. le duc de Bourbon, mon filleul, petit-fils de M. le prince, et qui n'a pas encore 17 ans. Du 25, ceux de la RPR ne pourront plus aller aux prêches, en dehors des bailliages où ils demeurent. Le sieur Talleyrand d'Héréau, homme des lettres, abjura les erreurs de Calvin. Le 2 août, M. le maréchal d'Estrée bombarda Tripoli à la fin de juin et contraignit cette régence à demander la paix. Du 6 août,
il ne sera plus reçu de médecin de la RPR. Du 14, on ne pourra plus donner de tuteurs de la RPR aux enfants de la RPR. Le mercredi 15 août, jour de Notre-Dame à Versailles, je remercie les États de Bretagne qui, le 6 de ce mois, à l'instigation de M. de Chaulnes, réclamèrent l'élection d'une statue équestre me représentant, leur disant de la placer à Nantes et non à Rennes. Je souhaite que l'œuvre soit confiée à Casevaux. Du 20 août à Versailles, la moitié des biens des religionnaires qui quitteront le royaume sera donnée aux dénonciateurs. Du mercredi 5 septembre à Chartres, j'ai profité de mon voyage à Chambord pour aller inspecter les travaux de la rivière d'Eure. Du 6 à Châteaudun, j'appris aux courtisans une bonne nouvelle, celle de la conversion de 50 000 huguenots en la généralité de Bordeaux. Le 7 septembre, je suis à Chambord et y restois 3 semaines ou environ. Du 1er octobre à Fontainebleau. Monseigneur souffrit d'une indigestion. Le 2, je sus que toute la ville de Castres est toi convertie. C'était un nid de religionnaires. Du 5, nous apprîmes la conversion de Lunel, Mogio, Montpellier et tout son diocèse, et celle d'Aigues-Mortes, qui est du diocèse de Nîmes. Il faut remarquer que Montpellier, Lunel et Aigues-Mortes avaient été autrefois des places de sûreté. Le samedi 6, M. de Noailles me prévint que tout Nîmes s'est toi converti. Du mardi 9, toujours à Fontainebleau, je sus la conversion en masse de la ville d'Uzès et l'appris au nonce. Du jeudi 11, il y eut une comédie italienne et j'y allois, ce qui est devenu fort rare. Le 12, je descendis consoler ma chère fille, la princesse de Conti, qui a la petite vérole. Du 13, on sut que Châtellerault, Loudun et Thouars étaient revenus dans le giron de Rome, ainsi que la plus grande part du Poitou, et il paroit que tous les huguenots de Grenoble auront abjuré. Le 16 octobre, les religionnaires de Lyon se sont tous convertis ministres, en tête et le consistoire y consentant. Je décidois d'envoyer le père Bourdaloue prêcher à Montpellier. Et cependant, il est retenu à la cour pour la station du prochain Navant. Nous aurons sans doute de moins bons sermons, mais ceux du Languedoc entendront une doctrine bonne, belle et bien dite. Le 17 octobre, notre édit, signé ce jour à Fontainebleau, interdit les cultes publics de la RPR et il révoque l'édit de Nantes de 1598 et l'édit de Nîmes de 1629. Le 19 octobre, Monsieur le chancelier scella ce matin notre édit de cassation de ceux de Nantes et de Nîmes. Tous les temples seront interdits ou abattus. Du 23 octobre, toujours à Fontainebleau, Monsieur le chancelier Le Tellier est à Paris, gravement malade. Du 26, on assure que Monsieur le chancelier est très ferme. Il se prépare à mourir en excellent chrétien, heureux d'avoir pu sceller notre édit de révocation, comme le vieillard Siméon mourut heureux d'avoir aperçu le Sauveur du monde. Du 30, Monsieur le chancelier mourut à Paris, entre les bras de son fils Monsieur de Louvois. Pour le 3e jour consécutif, je souffre de la goutte. Jeudi 1er novembre à Fontainebleau. Aujourd'hui, qui est la fête de la Toussaint, je fis mon bonjour et touchois 300 pauvres malades, malgré que la goutte m'empêcha presque de me tenir droit. Ce soir, je fis venir Monsieur Boucherat et lui dis que je le faisois chancelier de France. Du 3, Monsieur de Barbezieux fut fait secrétaire d'État en survivance du marquis de Louvois, son père. Du 9 novembre, le pauvre prince de Conti mourut ici à Fontainebleau de la petite vérole, si brusquement qu'il ne put recevoir les derniers sacrements. J'acceptois l'offre faite par les États de Languedoc, encouragés par monsieur le cardinal de Bonzy, de l'érection d'une statue équestre, pourvu qu'elle soit placée à Montpellier, du mercredi 14 à Versailles. Cet après-dîner, je m'allois promener à l'orangerie, qui me parut magnifique, mais je vis aussi la statue équestre qui y fut placée. Il y a nombre d'années qu'elle avait été commandée au cavalier Bernin. Et celui-ci mourut il y a déjà 5 ans. L'homme à cheval est si laid que l'amour-propre, Dieu pardonne, m'interdit d'y voir mon portrait. Et le cheval même n'aura pas mérité d'entrer en nos écuries. Nous allons enlever cette statue et ensuite il n'y aura plus qu'à la briser. Le 29 novembre, hier mourut à Paris le bonhomme Villeroy, notre ancien gouverneur chargé d'an et d'honneur. Il avait été élevé en compagnie de Louis le Juste, notre regretté père. C'est toi bien conduit à la guerre et le cardinal Mazarin lui avait fait donner le bâton de maréchal. La confiance que toujours nous eûmes en sa probité lui avait valu dès 1661 l'office de chef de notre Conseil royal des finances, aujourd'hui vacant et qui ne saurait le demeurer longtemps.
Quant à sa place de doyen des maréchaux de France, elle revient à notre cousin, le maréchal de Créqui. Le 5 décembre, nous pressentîmes monsieur le duc de Beauvilliers pour la place de chef du Conseil des finances. Il n'a que 37 ans, mais sa vertu et son mérite sont connus de tous. Beauvilliers se dit incapable et il me demande un jour de réflexion. Le 6 du même mois, monsieur de Beauvilliers a tout de même accepté notre offre. Dans le cas contraire, j'ai tout prêt à user de mon autorité pour la lui imposer. Et voilà mon vieil ami Saint-Aignan tout heureux de la promotion de son fils, ce qu'il ne manquera point de me dire au sortir de la messe. Chaque jour nous apporte la nouvelle de la conversion d'anciens huguenots. Monsieur de la Villette-Murset est de cela. À la grande satisfaction de la marquise de Maintenon, sa cousine, je pourrais donc le faire bientôt chef d'escadre. Du 31 décembre, beaucoup de villes ont le dessein d'ériger des statues équestres de leurs princes. Paris, Besançon, Grenoble, Nantes, Toulouse, Lille, Montpellier, Aix et Marseille. Il s'agit souvent de décorer une place royale, mais tout cela coûte cher, et il n'est pas sûr que ces projets iront jusqu'à leur terme. Les dépenses de nos bâtiments furent considérables. À la cour, on parle de 12 millions. Nos comptes, avec M. de Louvois, firent à Paroisse une dépense de 13 959 000 livres, 6 104 000 pour Versailles, 2 millions pour l'arc-duc de Maintenon et la rivière d'Eure, 718 000 pour la machine de Marly, 677 000 pour Marly, 220 000 pour Fontainebleau, 189 000 francs pour Saint-Germain, 46 000 aux gens de lettres, etc. Il nous faudra veiller à dépenser moins en 1686. Eh bien, voici terminé l'année 1685. Je vais maintenant entamer l'année 1686. 13 janvier. Chaque jour, nous apprenons que nos villes entières se convertissent et se déclarent catholiques en présence des magistrats, et c'est une grande joie pour nous. Du 26 janvier, M. de Meaux fit hier à Saint-Gervais l'oraison funèbre de M. le chancelier Le Tellier. Du lundi 28 à Versailles. Ce soir, nous vîmes pour la première fois le ballet de la jeunesse, un bel opéra du sieur de Lalande. Du 29, j'ai fixé la portion congrue à 300 francs pour les curés et 150 pour les vicaires. 5 février, je souffre fort d'une tumeur cise tout en haut de la cuisse. Du 10, ma tumeur est une fistule. Cette fistule m'incommode fortement car j'ai aussi la goutte. Du 11, M. de Schonberg vient prendre congé, comme l'avait fait Ruvigny, il y a quelques jours. Ils ne veulent point abjurer, mais je leur permets de quitter le royaume. Du 15, Monseigneur fut à Paris voir l'opéra Armide de Lully. 28 février. Il me semble que la cour eut occasion de se divertir en ce mois de février. On lui offrit 11 fois la comédie et 4 fois l'opéra. Il y eut 12 soirées avec appartement. Du 12 mars, je fis lire quelques pages de l'histoire de ce règne, écrite par mes historiographes, Racine et Boileau d'Espéron. Ils ont bien du talent, mais vont aussi lentement que l'Académie travaillant à son dictionnaire. Monsieur l'abbé de Fénelon prêche avec grand succès en pays huguenot, mais il paroit qu'il réprouve la dragonnade et tout moyen de coercition, disant qu'avec des procédés semblables, on pourra faire abjurer l'Alcoran, et tous les religionnaires hésitants. Jeudi 14, je vais mieux, mais après avoir beaucoup souffert, surtout en février. 28 mars, il paroit que mon mal diminue chaque jour. Monseigneur fut à Paris pour l'inauguration de la place des Victoires. Le 32 mars, le 21 de ce mois, messieurs les consuls de Lyon ont décidé l'érection d'une statue équestre me représentant à mettre au centre de la place royale. Monsieur le duc de la Force se fait prier pour abjurer. Du 5 avril, je marche enfin avec aisance, me promène dans mes appartements et vais souvent contempler mes médailles en compagnie du père de la Chaise. Du 9, je suis enfin sorti après être demeuré enfermé tant de jours. Le samedi saint 13 avril, je fis mon bonjour avant de toucher plus de 1500 malades. Du 30 avril, il fallut mettre une pierre de cautère sur mon incommodité, comme on le fit déjà le 23 de février et le 9 de ce mois. Cela n'a rien de considérable, mais Félix m'oblige de garder le lit plusieurs jours. Du 29 avril. Hier et aujourd'hui, je pus aller à la messe à la tribune au lieu de garder le lit. Je signois une déclaration contre les nouveaux convertis qui, malades, refusoient les sacrements de l'Église. Le 30 avril. Le président Toussaint Rose, notre fidèle secrétaire, assure que les Parisiens me prêtent la déclaration suivante. Mon grand-père et moi les Huguenots et ne les craignons point. Mon père ne les émoit point et les craignoit.
Moi, je ne les aime ni ne les crains. Aucun roi de France, aucun prince jaloux de sa dignité ne saurait tenir de tels propos. Avec l'aide de Dieu, je m'en suis abstenu. Aurais-je eu pareille pensée que le ciel seul en eût été témoin. Du 6 mai. Notre édit de cassation de celui de Nantes apporte quelques troubles. Beaucoup d'anciens huguenots mal convertis, qui sont surtout des jeunes hommes, voudraient quitter le royaume. C'est pourquoi nous allons signer une déclaration contre les nouveaux catholiques qui quitteront la France sans notre aveu. Du 21 mai. Nos vaisseaux et frégates croisent devant Cadix, afin de protéger les intérêts des marchands françois établis en Espagne. Madame de Montespan dissimule assez mal ses humeurs altières, et cela souligne la diminution de sa faveur. Du 25 mai. Monsieur le duc de la Force finit par abjurer entre les mains de monsieur l'archevêque de Paris. Les États de Bourgogne commandèrent au sieur Le Hongre, sculpteur, ma statue équestre pour décorer la place royale de Dijon. Le 29 mai. Hier, en ce jour, monseigneur s'est distingué par-dessus tout. Second grand carrousel de notre écurie, les envoyés de Moscovie, pourtant fins cavaliers, ont, en mon fils, reconnu leur maître. Du 6 juin. Je signois les lettres patentes établissant et réglementant la communauté de Saint-Cyr, qui est la fondation et le grand œuvre de Madame de Maintenon. Cette maison fera la bonne éducation de jeunes filles nobles, mais de familles pauvres. Du 23 juin. Je fis une ordonnance pour interdire aux capitaines marchands de transporter hors de France les nouveaux catholiques. Nous apprîmes que monsieur le chevalier de Chaumont et monsieur l'abbé de Choisy, qui s'étaient embarqués pour le Siam au printemps dernier, débarquèrent à Brest. Le 3 juillet, j'augmente la pension de monsieur de Ville, l'ingénieur de la machine de Marly, et lui donne aussi 100 000 livres de gratification. Du 7, qui donnera les moyens d'arrêter un nouveau converti embarqué sans permission dans le dessein de fuir aura une prime de 1000 francs. Du 15 de juillet. Depuis le 12, j'inspecte près de Maintenon le détournement de la rivière d'Eure. Les ouvrages avancent fort et je suis assuré du succès. Du 31 juillet. Le 9e de ce mois, une ligue vient d'être faite et signée à Augsbourg, en Bavière. Elle prétend avoir d'autre objet qu'une commune défense contre l'empereur, la cour de Madrid, la Suède et les princes d'Allemagne. Mais c'est peut-être un pacte redoutable dont le royaume pourra bientôt éprouver à ses dépens. Les effets pervers. J'invite toi, monsieur de Croisy, à redoubler de vigilance. Il est bien plaisant d'être débarrassé de mes incommodités, de pouvoir chasser à tir et me promener dans les jardins. J'ai omis d'écrire que le 14 à Maintenon, il y avait 22 bataillons au travail, et j'ai passé en revue une grande satisfaction. Du 1er août, monsieur de Villasserre fut fait contrôleur général des bâtiments. Il aidera monsieur de Louvois à la surintendance. Le 12, messieurs les ambassadeurs de Siam arrivèrent à Paris. Du 30, monsieur de Laveur, fléchier, écrivit au nonce que, de 6000 convertis qu'il avoit en son diocèse, il n'en comptoit pas 15, qui n'aient confessé et communié avec les dispositions souhaitables. Des témoignages de cet ordre me confortent bien plutôt que les compliments sans mesure de trop de prélats qui me disent le nouveau Constantin ou le nouveau Théodose, Dieu seul nous connoit et nous juge, comme le psalmite, j'espère, en ses jugements. Du 31 du mois d'août à Versailles. Un peu avant midi, Madame la Dauphine, qui souffroit depuis 4 heures ce matin, mit au monde Monsieur le duc de Berry, son 3e fils. Du 1er septembre, élevé sur un trône en la grande galerie, près le salon de la paix qu'achève de décorer Lebrun, je reçus en audience solennelle les 3 ambassadeurs de Siam et leur suite. Monsieur l'abbé de Lyon faisait l'interprète. Ses envoyés parlèrent fort bien. Se retirèrent vers le salon de la guerre, toujours à reculons afin de ne me point tourner le dos, et une si honnête conduite me laissa point de m'enchanter. Le 2, messieurs les Siamois s'en furent admirer l'aqueduc de Maintenon. Du 16 septembre à Maintenon, tout le jour j'examinois les travaux de la rivière d'Eure. On apprit le soir que monsieur de Lorraine avait enlevé aux Turcs la citadelle de Bude en Hongrie. Le 2 octobre à Versailles, je reçus les ambassadeurs de Siam en mon petit appartement, puis ensuite leur fit les honneurs des jardins. Du 4 novembre, M. d'Ormesson mourut à Paris. Il m'avoua en son temps fort irrité comme rapporteur du procès du surintendant Fouquet, et sa carrière en avoit été brisée, tandis qu'elle aurait pu être très belle. Le 6 de novembre, toujours à Fontainebleau, je remis le bonnet de cardinal au nonce Ranuzzi et le priois à dîner. Du 15, je quittois Fontainebleau et revins à Versailles. Le 18 novembre à Versailles. Comme il était décidé en secret depuis 6 semaines, Félix me fit la grande opération. Monsieur de Louvois me tient la main tout du long.
et madame de Maintenon demeura auprès de la cheminée de ma chambre. Ensuite fut mon lever, seulement retardé, et l'après-dîner. Je tins conseil, j'eus assez mal, malgré que Félix ait été fort adroit, mais j'avois prié Dieu et m'étois remis entre ses bras. Du 9 décembre. Je reste au lit depuis mon opération et tout alloit de mieux en mieux, mais on dut aujourd'hui me faire de grandes incisions et elles me firent souffrir beaucoup. Le 10, Monsieur le Prince, se sentant mourir, m'écrivit une belle lettre pour me demander d'oublier mes griefs envers son neveu Monsieur de Conti. J'ai surtout retenu de cette lettre une phrase magnifique. Mon déplaisir a toujours été de n'avoir pas pu faire de ces grandes actions qui méritassent les bontés que vous aviez eues pour moi. Du 11 à Versailles toujours. Je souffris très fort aujourd'hui et ce qui augmenta le mal fut la nouvelle de la mort de Monsieur le Prince. Ce grand homme, cet illustre capitaine, vainqueur à Rocroi, à Fribourg, à Nordingen, à Lens, à Senef, tout ce que Monsieur le Prince a fait et a dit depuis sa maladie est admirable ou édifiant. Et si la chose est possible, sa mort fut plus belle encore que le fut sa vie glorieuse. Nous avons tout oublié, et moi le premier, qu'il se révolta à la suite de la Fronde, et qu'il fut un temps libertin, tant ses services furent éclatants et son repentir digne d'admiration. Du 15, Fagon me permettra de me lever un peu de temps en temps, et Félix ne saura s'y opposer tant ma plaie va à souhait. On commença à porter le deuil de Monsieur le Prince. Le 17, je suis ressuscité. J'ai pu me promener plus d'une heure en mes appartements et dans la grande galerie. Le 20, je pus enfin m'habiller. Du 27, je n'ai plus ni emplâtre ni bandage et la cicatrice est fort belle, assure le bon Félix. Le jour de Noël, le père Bourdaloue m'avoit fait, à la fin de son serment, sur le rétablissement de ma santé, le compliment le plus touchant et le plus pathétique. Du 28, je me sentis assez guéri pour établir le rituel du petit coucher. Le 31 décembre, à Versailles, les travaux d'agrandissement et les embellissements allèrent à leur train. Mansart nous a fait une aile du Nord et Lebrun achève de décorer le salon de la guerre et celui de la paix. Le grand divertissement de l'année fut sur le canal, embarquement, croisière et musique. Une fête perpétuelle. Ces plaisirs m'interdisent point à ceux de l'intérieur, la comédie, l'opéra et les appartements. Les sessions du Conseil furent distribuées de la sorte. Le Conseil des ministres eut lieu chaque dimanche, un lundi sur deux, le mercredi et même le jeudi aussi. Le Conseil des dépêches, un lundi sur deux, celui des finances chaque mardi. Le conseil de conscience, toujours le vendredi. Mon travail avec les ministres fut toujours dans l'après-dîner. Ou le soir, particulièrement cette année, avec messieurs de Louvois et de Seignelay. Comme tous les derniers jours de chaque année, j'examinois les dépenses des bâtiments qui montèrent à 8 771 000 livres. Versailles reçut 2 520 000 francs, la Rivière d'Eure 2 183 000, le Louvre et les Tuileries 491 000, Marly 419 000. Désormais j'invite et souhaite continuer ensuite d'inviter quelques seigneurs et dames à Marly pour de courts séjours nous permettant d'échapper à la foule de Versailles et aux rigueurs du cérémonial. Madame de Maintenon, mieux que l'empereur Titus, méritoit d'être appelée les délices du genre humain. Eh bien, je vais maintenant arrêter la 6e partie de la lecture de Journal secret de Louis XIV. Je vous ai fait, je crois, 4 ou 5 années. Je recommencerai jeudi prochain avec l'année 1687 et j'espère que nous pourrons terminer avant mon départ ce Journal secret de Louis XIV. J'espère que cela vous a plu. Nous espérons que le récit sur Louis XIV partie 6 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 7.